Recherche coupable. Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le 16 octobre 1984, à 21h15, à Docelles dans les Vosges, le corps de Grégory Villemain, un enfant âgé de 4 ans, est retrouvé dans les eaux glacées de la Vologne. Il porte encore son bonnet et son anorak bleu. Le garçon avait disparu 4 heures plus tôt devant la maison de ses parents où il jouait à l'Épanche-sur-Vologne, c'est-à-dire à 6 km de l'endroit où son corps a été retrouvé. C'est le début de l'affaire Grégory. Un crime resté sans assassin que ne parviennent pas à résoudre gendarmes, policiers et magistrats depuis 39 ans désormais. Malgré quantité d'auditions, d'expertises, de nouveaux enquêteurs et juges, reprenant à chaque fois le dossier à zéro, les investigations mènent à une impasse judiciaire ou à un scénario qu'ils ne réussissent pas à étayer. Je suis Pierrick Baudet et vous écoutez Recherche coupable. L'affaire Grégory a depuis longtemps dépassé le seul rang des dossiers irrésolus, comme il en existe des centaines sur les étagères des tribunaux. C'est aussi devenu une affaire de société à laquelle nombre de personnes ont pu s'identifier. Ce drame s'inscrit dans un contexte ouvrier, en peine, vivant au rythme du déclin de l'industrie textile. L'histoire est celle d'un couple qui connaissait un peu de réussite sociale, que la jalousie et la bêtise humaine ont fait payer au prix fort. Jean-Marie Villemain a eu le tort, aux yeux de ceux qui lui en voulaient, de passer contremaître au sein de son usine de fabrication de sièges automobiles. Dérisoire en apparence, dramatique à l'arrivée. La lettre de revendication du crime, reçue par Christine et Jean-Marie Villemain le lendemain du meurtre de leur enfant, ne laisse aucun doute sur le mobile du ou des auteurs. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Enfin, cette affaire, c'est aussi et avant tout la mort d'un enfant, et cette photo à jamais gravée dans la mémoire collective. Un visage poupon, souriant, un portrait réalisé pour ses 4 ans, tel qu'il en trônait sur les buffets et meubles dans nombre de familles. Le crime de cet enfant, parce qu'un ou plusieurs adultes s'étaient mis à détester la famille Villemain, semble ensuite avoir ouvert une boîte de Pandore, où les excès ont succédé au dérapage, au point que cette affaire aura fait 2 autres morts. Bernard Laroche, tué par son cousin Jean-Marie Villemain le 29 mars 1985, et le suicide du premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, en juillet 2017, dont les méthodes ont suscité tant de critiques. Pour tenter de comprendre comment l'affaire de l'assassinat de Grégory Villemain demeure l'un des plus retentissants échecs de la justice, Maître Thierry Moser, l'avocat historique de Christine et Jean-Marie Villemain, livre son analyse du dossier, ses colères et ce qu'il est encore possible d'attendre selon lui des investigations qui se poursuivent. Je suis Thierry Moser, je suis né à Mulhouse en 1950, je suis devenu avocat en 1972 et en 1985, donc j'avais 12 ou 13 ans d'exercice professionnel, je deviens l'un des avocats du couple Villemain à la requête de Henri Garot, mon confrère de Paris. Maître Thierry Moser entre dans ce dossier le 5 juillet 1985. À cette date, l'affaire a déjà connu plusieurs rebondissements. Il y a alors près de 10 mois que Grégory Villemain a été tué. Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Villemain, lui aussi contremaître dans une usine textile, a été arrêté en novembre 1984 devant les caméras de télévision et inculpé d'assassinat. Sa belle-sœur, Muriel Boll, une adolescente de 15 ans, avait assuré aux gendarmes que Bernard Laroche avait enlevé l'enfant en sa présence. Après avoir réitéré ses accusations devant le juge d'instruction, elle se rétractera finalement quelques jours plus tard, accusant les gendarmes de l'avoir poussé à tenir de tels propos.
Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. D'abord incarcéré, Bernard Laroche est libéré et placé sous contrôle judiciaire le 4 février 1985. Quelques jours plus tard, l'enquête, jusque-là menée par les gendarmes, est confiée à la police judiciaire de Nancy. Une plainte a été déposée contre les gendarmes par les avocats de Bernard Laroche. À Épinal, où se trouve le juge d'instruction, mais aussi à L'épange et dans les communes avoisinantes, l'ambiance est délétère, électrique. Dans son livre « L'affaire Grégory ou la malédiction de la Vologne », maître Gérard Welzer, l'avocat de Bernard Laroche, rappelle que dès la fin du mois d'octobre 84, plus de 100 journalistes arpentent la vallée de la Vologne et les antichambres du tribunal d'Épinal. Il y a les pros et les anti-Laroche. Jean-Marie Villemain, lui, est à bout de nerfs. Le juge Lambert s'apprête à prononcer un non-lieu contre Bernard Laroche et des experts en graphologie indiquent que Christine Villemain pourrait être le corbeau de l'affaire. C'en est trop. Le 29 mars 1985, le père de Grégory tire et tue Bernard Laroche en présence de sa femme, Marie-Ange Laroche, et de l'enfant du couple. Pour ce crime, il sera condamné quelques années plus tard à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme. Le 5 juillet 1985, c'est donc dans ce contexte houleux que Maître Moser fait son entrée dans ce dossier. Un jour bien particulier, puisque c'est celui où le juge Jean-Michel Lambert va inculper Christine Villemain de l'assassinat de son enfant. Une journée que l'avocat n'est pas prêt d'oublier. Alors, je connaissais Henri Garot depuis quelque temps déjà. Nous avions des contacts amicaux. Il me téléphone à 6h du matin le 5 juillet et il me dit « Thierry, voilà, il faudrait que vous soyez à Épinal en début d'après-midi. À la gare, je viens vous chercher. Il va se passer des choses très graves et je souhaite que vous soyez là. » Bon, alors j'arrive à la gare. Henri Garot me cherche. Nous arrivons sur la place du tribunal d'Épinal. Nous voyons énormément de monde. Les badauds sont là, ils ont été alertés par les médias ou que sais-je, et ils attendent l'arrivée de la PJ qui transporte Christine Villemain, puisque Christine Villemain rendait visite ce jour-là à Jean-Marie qui était incarcéré suite à l'assassinat de Bernard Laroche. Alors je vois arriver effectivement le véhicule de la PJ, je vois les policiers de la PJ qui sortent du véhicule comme des triomphateurs, visiblement ils gonflent le torse, ils sont heureux, ils sont arrivés donc à la consécration de leurs efforts, à savoir la mise en examen, l'inculpation comme on disait de Christine Villemain, et je vois à ce moment-là une malheureuse courbée, la tête recouverte d'un voile, voilà, qui est traîné dans ce palais de justice d'Épinal pour sa comparution par devant Jean-Michel Lambert. Nous entrons, Garot et moi, dans le palais de justice. Nous demandons à voir seul à seul Christine Villemain. Les policiers rechignent. Le ton monte entre nous, Garot et moi, d'un côté, les policiers de l'autre, parce qu'ils ne veulent pas nous laisser seuls avec Christine Villemain, ce qui est absolument invraisemblable. À ce stade procédural, elle n'est pas encore inculpée. Et donc, c'est comme ça que je fais sa connaissance. Je vois une malheureuse, elle a 25 ans, grosso modo à l'époque, un peu plus, un peu moins. Elle est en larmes, elle sait très bien ce qui va lui arriver. Elle est très digne, mais elle est vraiment, comment dirais-je, dans une affliction profonde qui suscite évidemment ma pitié. J'essaie très maladroitement, avec quelques pauvres paroles, de l'aider un petit peu. Nous entrons dans le bureau de Jean-Michel Lambert. Il est assis, il ne se lève pas pour nous accueillir, il ne nous regarde pas, il a les yeux plongés dans son papier et il n'a pas même le courage de nous regarder dans les yeux, alors qu'il sait très bien qu'il va, dans quelques minutes, prononcer une chose absolument extravagante et aberrante et odieuse, à savoir l'inculpation de Christine. Et il déclare à ce moment-là, tenez-vous bien, j'ouvre les guillemets, « Madame, je crève l'abcès, je me lance, je lève l'hypothèque, je vous inculpe. » Enfin, en 47 ans de métier, j'ai jamais vu une formulation aussi ridicule au moment d'une mise en examen. Bon, à ce moment-là, Christine se met à hurler, « Mais vous êtes fou, qu'est-ce que c'est que ça, etc. » Et à ce moment-là, effectivement, Garot et moi, nous intervenons.
Nous demandons donc à Jean-Michel Lambert de revoir son point de vue, et j'ajoute que Monsieur Violette, procureur de la République, est présent dans le cabinet du magistrat instructeur, et il dit ceci, il dit: Monsieur le juge, je m'opposais donc à l'inculpation, je maintiens mon point de vue, et a fortiori, je m'oppose évidemment au placement en détention provisoire, ce qui va de soi. Bien. Lambert regarde toujours ses papiers sans avoir le cran de nous regarder les yeux dans les yeux, voilà. Il n'affronte pas la situation et il dit: j'ai déjà pris, plusieurs jours, des contacts avec la prison de Mesqueleu. Vous êtes enceinte, Madame Villemain, je le sais, vous serez dans un quartier particulier, vu votre état de santé. Voilà. Et c'est comme ça que je fais la connaissance de la malheureuse Christine. Illico presto, Garot et moi, nous déposons une demande de mise en liberté sur le bureau de Lambert. Elle est rejetée 48 heures plus tard. Nous faisons appel. Et la suite, vous la connaissez. Le dossier est soumis à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. Je reprends la terminologie de l'époque. Bon, maintenant ça s'appelle un peu autrement. Voilà. Et donc vous savez, tout comme moi, que cette chambre d'accusation de Nancy va infirmer la décision de placement en détention, va libérer Christine sous contrôle judiciaire. Et vous savez que c'est effectivement une claque monumentale, cette décision, pour Lambert et pour la police judiciaire de Nancy. 39 ans plus tard, la colère pointe encore dans la voix de l'avocat. Il en veut d'autant plus au juge que la suite de la procédure va démontrer que l'hypothèse de Christine Villemain, tueuse, était complètement infondée. Dans un arrêt de février 1993, les juges de Dijon, à qui le dossier a fini par être confié, innocentent la mère de Grégory, non pas pour des charges insuffisantes, mais pour absence totale de charges. Ils indiquent dans leur arrêt que toutes les investigations menées en direction de Christine Villemain tentent à rendre invraisemblable et impossible sa participation à l'assassinat litigieux. Le fantasme judiciaire de la mère assassine vient de voler en éclats. Mais que de dégâts il aura causé pour Christine et Jean-Marie Villemain, et probablement que de temps perdu qui n'a pas été consacré à la recherche du ou des véritables meurtriers du petit Grégory. Pour Maître Moser, les errements de l'instruction constituent l'une des principales raisons expliquant ce fiasco judiciaire. Alors, je ne veux pas être injuste envers M. Lambert qui est décédé, qui n'est plus là pour se défendre, mais enfin, il faut quand même dire la vérité, et je vais donner la parole à un magistrat. Ce magistrat, c'est M. Cohn, qui était l'accusateur contre Jean-Marie Villemain au moment du procès de Jean-Marie suite à l'assassinat de Laroche. Et nous avons vu à ce procès de Dijon qui a duré 6 semaines, nous avons vu arriver comme témoin M. Lambert qui a fait une déposition très, très pitoyable et très piteuse. Et M. Cohn, avocat général, donc magistrat, non pas avocat mais magistrat, bien que son titre soit celui d'avocat général, eh bien M. Cohn a tenu les propos suivants que je cite fidèlement. J'ouvre les guillemets. Il ne m'est pas possible ici de masquer les erreurs commises par le premier magistrat instructeur. Il a accumulé en quelques jours et dès le moment de l'autopsie des erreurs d'ordre technique et d'ordre juridique trop nombreuses pour qu'il me soit possible d'en dresser l'inventaire. Je ferme les guillemets et cela m'autorise à déplorer la très faible compétence, l'amateurisme de M. Lambert, qui a loupé beaucoup de choses au départ de cette enquête, et nous savons qu'une enquête qui démarre mal, qui est mal gérée dès le départ, eh bien 9 fois sur 10, elle est fortement compromise quant aux chances de succès. Donc, M. Lambert est quand même responsable, et M. Cohn, le magistrat, disait « J'espère qu'il a conscience des catastrophes dont il a été indirectement la cause. » Je crois que tout est dit. Pour autant, faire porter l'ensemble de l'échec judiciaire de cette affaire au seul juge Lambert serait injuste. D'autres magistrats, à la cour d'appel de Nancy par exemple, ont eu connaissance, voire ont entériné l'instruction de celui qui fut qualifié de petit juge.
Au moment de son départ en retraite, en juillet 2014, nous avions rencontré Jean-Michel Lambert alors qu'il était en poste au Mans. Acceptant d'évoquer brièvement ce dossier, il nous avait confié « Si je me suis trompé, toute la chaîne de l'instruction m'a emboîté le pas ». D'autres éléments peuvent encore expliquer l'absence de vérité judiciaire 39 ans après cet assassinat. À commencer par la manière dont l'enquête a débuté au moment de la découverte du corps de Grégory. Cela ferait bondir les enquêteurs d'aujourd'hui. Peu de constatations sont effectuées sur place. Le lieu n'est pas préservé de toute intrusion extérieure, mais piétiné par quantité de personnes. Et en 1984, on ne parle pas de police technique et scientifique. L'ADN n'est pas encore élevé au rang de reine des preuves. Lors de l'autopsie de l'enfant, l'eau dans ses poumons ne sera pas même analysée afin de déterminer si l'enfant a été tué avant d'être jeté dans la rivière ou s'il est mort noyé. De ce point de vue, l'affaire Grégory va constituer un électrochoc pour les policiers et gendarmes. La gendarmerie va ainsi créer une section technique d'investigation criminelle en 1987 qui deviendra l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Il regroupe désormais des spécialistes de la biologie, de la balistique, de l'informatique, de l'électronique. En 1984, effectivement, la police technique et scientifique est balbutiante, elle n'existe pour ainsi dire pas. Et puis, au moment du recueil des éléments matériels, on ne prend pas de précautions, la scène de crime n'est pas préservée, elle n'est pas gelée comme on le fait actuellement. Les scellés sont dressés souvent à la va de faire fiche, et puis ils sont conservés fréquemment de façon absolument lamentable, de façon contestable, ce qui fait que les analyses résultant de ces scellés aboutissent à des résultats soit erronés, soit incomplets ou inexploitables. Et c'est effectivement l'une des causes du semi-échec de ce dossier. En plus d'une instruction hasardeuse, d'une enquête qui ne bénéficiait pas des nouvelles technologies d'aujourd'hui et qui s'en est beaucoup remise aux si décriée expertise graphologique, l'affaire Grégory a aussi pâti des rivalités entre la gendarmerie et la police judiciaire. Les enquêteurs continuent leur travail de fourmi, mais sans résultat concluant. Seule communication à la presse, cette affichette manuscrite qui avoue que l'enquête ne progresse que très peu. D'un côté, les premiers gendarmes, menés par le capitaine Étienne Sesma, se focalisent sur Bernard Laroche, notamment après les accusations de Muriel Boll. De l'autre, les hommes du commissaire Jacques Corazzi, qui s'accrochent à l'idée que Christine Villemain a tué son enfant. Des années plus tard, cet ancien policier a livré son commentaire sur la mère de Grégory dans le documentaire diffusé sur Netflix. Son appréciation devant la caméra laisse pantois. Voici ce qu'il déclarait sur Christine Villemain. Dans d'autres circonstances, on est presque là à lui faire la cour, quoi. Je me dis, tiens, elle est presque agréable à regarder, hein. Je veux dire que pour un homme, je trouve qu'elle est pas mal, quoi. Moi, je me dis, moi j'aurais vu quelqu'un déplorer, de pas coiffé. Pour que l'on comprenne bien, donc dès le départ, c'est la gendarmerie qui travaille sur ce dossier. La gendarmerie obtient notamment le témoignage de Muriel Boll, témoignage accusateur à l'égard de Bernard Laroche. Cette jeune femme de 15 ans, 16 ans, va se rétracter rapidement, suite à des pressions d'ailleurs, et elle va raconter, pour justifier ses rétractations, que les méchants gendarmes ont exercé sur elle des pressions inadmissibles, et les avocats de Laroche déposent plainte contre les gendarmes pour avoir triché. Je simplifie. Bien. De ce fait, les gendarmes sont finalement chassés du dossier parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un dossier en position d'accusé et en position d'enquêteur. Et c'est la raison pour laquelle arrive la PJ, la police judiciaire de Nancy. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a une forte rivalité, il y a des comptes à régler entre PJ et gendarmerie, suite d'ailleurs à des affaires précédentes. Et les policiers de la PJ jouent ou remplissent leur office de façon tout à fait contestable et discutable, critiquable. Alors là aussi, je veux être objectif et je donne la parole à monsieur l'avocat général Cohn qui dit plusieurs choses lors de son réquisition, au moment du procès de Jean-Marie. Il dit que il dit la chose suivante: je dis bien jamais je n'ai vu
un policier chargé de la suite d'une enquête refusait de prendre contact avec son prédécesseur, ce qui veut dire que la PJ a refusé tout dialogue avec les gendarmes, toute forme de concertation, de collaboration, de coopération, ce qui est déjà très étonnant. Monsieur Cohn a dit aussi ceci: l'attitude du commissaire de police chargé de l'enquête me paraît inexcusable. Il a dit également, ce magistrat, Monsieur Cohn, que la PJ a exercé des pressions inqualifiables sur certains témoins pour leur faire dire, par exemple, que le couple Villemain était un couple de dépravés, ou par exemple que Christine avait un amant, ce qui expliquerait d'ailleurs la réalisation du crime sur Grégory par Christine. Voyez-vous, et M. Cohn disait aussi que lorsque la police judiciaire a soi-disant découvert des cordelettes accusatrices lors d'une opération de perquisition dans le chalet Villemain, M. Cohn, magistrat, vient dire que c'est très discutable, que les conditions de réalisation de cette perquisition, c'est très très discutable. Donc voilà un magistrat qui met en doute la loyauté de la PJ, qui est chargée d'instrumenter dans ce dossier. Et moi je prends la responsabilité de mes propos, je dis que la PJ, qui avait des comptes à régler avec la gendarmerie, ne rêvait que de, infirmer le travail de la gendarmerie, je dirais même ridiculiser le travail de la gendarmerie. Et je rappelle qu'au moment du procès de Jean-Marie, M. Sesma, qui est colonel de gendarmerie et qui avait mené les travaux au départ de ce dossier, est venu effectivement relater ce climat absolument abominable entre les enquêteurs, et M. Sesma mettait en relief ce parti pris de la PJ à l'endroit de Christine Villemain. Enfin, même si Internet et les réseaux sociaux ne faisaient pas partie de notre quotidien, l'affaire Grégory a aussi été perturbée par l'omniprésence des médias et l'intrusion outrancière de certains journalistes dans l'enquête ou dans la vie des principaux intéressés. Laurence Lacour, alors jeune journaliste à Europe 1, a remarquablement décrit cette guerre des médias dans un livre référence sur l'affaire « Le bûcher des innocents ». Maître Moser, lui, se souvient encore de certains propos que lui avait tenus un journaliste. La police de la PJ, c'est de Nancy, s'est livrée à des indiscrétions qui ont été rapportées à des copains journalistes de la PJ, qui ont effectivement fait les choux gras dans leurs journaux. Je ne citerai pas le nom de l'un de ces journalistes qui un jour m'a dit « Moi, Moser, ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est de savoir pendant combien de temps ce gosse me fera gagner du fric. » Fin de citation. Bon, voilà ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Et si je n'avais pas reçu une bonne éducation, j'aurais flanqué un coup de poing à ce monsieur. Bon, je referme ma parenthèse. Donc je dis que lorsque la PJ, via certains journalistes, donc amplifie les informations, les dénature, les déforme, il est évident que cela va conditionner les témoins et va effectivement dénaturer les dépositions et va entraver la recherche loyale et sereine de la vérité. Et là aussi, je dis clairement que la PJ s'est vraiment très très mal tenue avec la complicité de certains journalistes. Et d'ailleurs, lors du procès à Dijon de Jean-Marie Villemain, il y a des journalistes de qualité qui sont venus déplorer ce climat. Je pense à Isabelle Bechler de France 2, si je ne m'abuse. Je pense à Laurence Lacour, qui a fait un bouquin de référence sur l'affaire Villemain. Et ces deux dames, et ces deux dames sont venues relater ce climat absolument odieux et empoisonné qui a nui à la sérénité de l'instruction et qui a gâché les chances d'aboutir à la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, 39 ans après la mort de Grégory, l'affaire passionne toujours autant et le moindre élément nouveau ou rebondissement reste très suivi, scruté. En 2021, la Cour d'appel de Dijon avait autorisé de nouvelles expertises génétiques. Des profils ADN relevés notamment sur les lettres adressées aux époux Villemain et sur une seringue qui avait été retrouvée à proximité du corps de l'enfant ont de nouveau été expertisés. Ces traces ADN jusqu'à présent ne correspondaient à aucun individu enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Des recherches par parentalité ont donc été effectuées.
L'objectif était de retrouver une personne avec un profil génétique proche, qui soit un parent de l'individu recherché et qui serait déjà enregistré dans ce fichier national. Mais selon nos informations, ces expertises n'auraient pas été concluantes. Encore confiant il y a quelques mois, maître Thierry Moser ne cache pas une certaine résignation quant à l'issue des investigations, même s'il veut toujours croire que quelqu'un, sachant quelque chose, finisse par parler. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui savent. C'est pas possible, nous sommes à l'Épange, il y a Docelles, dans des petits patelins, des petits villages. C'est pas possible qu'il n'y a pas des gens qui ne savent pas. Donc, mais est-ce que pour autant ces gens vont parler ? Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont voulu s'exprimer. Je pense notamment à la fermière Clodon, parce qu'elle avait des choses à dire, cette dame. Eh bien, cette dame a subi des menaces, des représailles. On lui a dit, si tu ne la boucles pas, on va incendier ta ferme. Vous voyez, il y a donc des témoins qui n'ont pas parlé, soit parce qu'ils ne voulaient pas que leur vie privée ne soit étalée dans la presse, soit parce qu'ils redoutaient les menaces et les représailles. Et ce ne sont pas des fantasmagories de ma part, cela s'est vu, et il résulte du dossier ce que je viens de dire, à savoir la réalité des menaces dirigées par certains, que je ne citerai pas, contre certains témoins potentiels. Le magistrat de Dijon, qui s'appelle M. Brault, qui est le président de la chambre de l'instruction de Dijon, M. Brault a fait un travail de titan, il a fait de son mieux, il a labouré le terrain dans tous les sens. Malheureusement, il se heurte à tous ces éléments que je viens de vous relater, donc les insuffisances de l'enquête, les gaffes du juge d'instruction, les querelles d'experts, les rivalités PJ, gendarmerie, etc. Et M. Brault a dû effectivement réaliser que son ambition visant à découvrir la vérité pourrait malheureusement ne pas être réalisée. Et donc actuellement, je ne suis guère optimiste, je le dis malheureusement avec franchise, avec clarté, mais je ne suis pas pour autant défaitiste, je ne dis pas que c'est fichu, mais je dis que les chances de réussir sont quand même assez limitées. L'an prochain, si l'enquête ne connaît plus aucune avancée, il y aura donc 40 ans que Grégory, cet enfant de 4 ans, aura été tué. Jean-Marie et Christine Villemain, qui se sont toujours montrés combatifs dans ce dossier, étudiant tout élément nouveau, sollicitant de nouvelles expertises, ne semblent aujourd'hui plus exclure que la justice ne parvienne pas à trouver le ou les meurtriers de leur fils. Ces dernières années, les magistrats ont pourtant privilégié un scénario. Selon celui-ci, c'est Bernard Laroche qui aurait enlevé l'enfant avant de le remettre à un ou des meurtriers, sans peut-être même savoir que ces derniers avaient pour dessein de tuer le petit garçon. Cette hypothèse, déjà évoquée par les juges dijonnais en 1993, reste toutefois au stade des suppositions. Bernard Laroche étant mort, toute action publique contre lui est éteinte. L'avocat de sa famille, maître Gérard Welzer, continue néanmoins de dénoncer que ce scénario n'est qu'une construction intellectuelle. Dans son ouvrage, l'avocat écrit ceci avec un brin d'ironie. Il y a 34 ans, on accusait Bernard Laroche d'avoir enlevé et tué l'enfant. Aujourd'hui, on diminue son rôle. On dit que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, mais ne l'a pas tué. Bien évidemment, dans 30 ans, on constatera que Bernard Laroche n'a ni enlevé, ni tué Grégory Villemain. Alors, saura-t-on un jour la vérité du drame de la Vologne ? Si ce n'est pas le cas, Christine et Jean-Marie Villemain souhaitent au moins que le juge rende un arrêt circonstancié, détaillant toutes les investigations entreprises et ce qu'il est possible d'en déduire. Et ce, afin qu'un éventuel non-lieu ne soit pas rendu en vain et ne se résume pas à une page blanche. Si cette éventualité devait malheureusement se produire, nous souhaitons évidemment la rédaction par la Chambre de l'instruction d'un arrêt très fouillé, très détaillé, qui dirait tout ce qui a été tenté depuis la réouverture de 2008, tout ce qui a été fait, un arrêt qui mettrait en relief le travail de la justice, qui mettrait en relief la détermination, le courage, la persévérance des époux Villemain, un arrêt qui pourrait aussi éventuellement dire quelles sont les pistes qui ont été suivies, même si ces pistes
n'ont pas abouti. Voyez-vous, une espèce de synthèse détaillée de tout ce qui a été fait, un petit peu à l'image de l'arrêt de 1993 qui prononçait le non-lieu. En 1993, la Cour de Dijon a rédigé un arrêt de 90 pages grosso modo, très fouillé, très élaboré, très détaillé. Donc nous pensons que nous pourrions arriver à un tel arrêt, dans un même registre, dans le même style, dans le même esprit, qui au moins apporterait aux époux Villemain cette satisfaction du devoir accompli, dirais-je, vis-à-vis du malheureux Grégory, auquel ils pensent tous les jours, et vis-à-vis d'eux-mêmes, et vis-à-vis de leurs enfants et petits-enfants. Recherche coupable, une série du mur des podcasts d'Ouest France. Réalisation, Ronan Coquelin-Lyon. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles.